n'est que du bavardage et que c'est des fantasmes? Je vais d'abord peut-être apporter quelques précisions parce que oui, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis bon nombre d'années. Hein, sur l'époque Ahidjo, les comportements du président. Vous savez, je vous ai toujours dit que le métier de la politique dans lequel je me suis engouffré, j'ai compris une chose principale, c'est que si nous devons comprendre le régime de 82, il faut d'abord comprendre Paul Biya. Et si vous voulez comprendre Paul Biya, c'est-à-dire l'homme Paul Biya dans ses comportements, dans ses gestes, dans ses discours, dans ses dires, dans ses paroles, il faudra aussi comprendre auparavant son prédécesseur Amadou Ahidjo. Donc je suis dans cette étude depuis des années. Bon, il a été dit, hein, le duc l'a dit, je crois que peut-être il s'est trompé, je dis peut-être il s'est trompé. Ahidjo n'a jamais passé plus de 22 jours à l'extérieur du pays. 22 jours. J'insiste sur cette borne supérieure. 22 jours. La seule fois où il a fait 22 jours à l'extérieur, c'est lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, au 10 mai 1981. Alors, il ne sait pas par quel pied danser. Alors, puisque vous savez qu'il avait des problèmes avec Mitterrand, depuis Giscard d'Estaing, depuis même De Gaulle, et depuis l'affaire NS Wandier, depuis 1971. Et il s'en va en France en fin juin 1981 pour rencontrer le président Mitterrand. Et Mitterrand le boude. Alors, il a passé presque 22 jours, 21 jours dans un hôtel, à la place Paris. Jusqu'au jour où Mitterrand a daigné dans le recevoir. Mitterrand. Oui, dans l'espoir, Mitterrand l'a boudé. Parce qu'il avait reçu tous les présidents, vous pouvez imaginer tout cela. Donc ils étaient passés. Et lui, il était chômé. Donc il avait le temps, l'entre-gens, avoir des ministres, ainsi de suite. Chirac qui devait, ainsi. Vous comprenez, c'était compliqué. Donc voilà, il a quand même été reçu 22 jours. C'est le maximum d'Ahidjo. Et vous voyez que c'était pour un voyage officiel. J'insiste, un voyage officiel. Donc, c'était une visite de travail. Il a fait 15 jours en 82. Je crois quand il revient pour dire aux Camerounais, c'est bon pour moi, je démissionne, je vous laisse Ahidjo. Parce que c'était un séjour de maladie. Je vous laisse pour le bien. Je vous laisse pour le bien, merci. C'est un séjour privé. Il sortait d'un séjour privé en France. 15 jours. Lorsqu'Ahidjo prenait ses congés, c'était un mois. C'était un mois. Effectivement, le duc a su, il connaît les lieux d'Ahidjo, c'était la Côte d'Azur. Quand il allait en congé, il divisait son congé en 2 ou en 3. Il faisait souvent escale au Maroc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait là-bas. Et puis il allait à la Côte d'Azur, maxi 1 semaine, 10 jours. Et puis il revenait soit à Nassarao, soit à Moulvoudaï. Voilà comment il fonctionnait, le président Ahidjo. Il pouvait aller en Gaoundéré puisqu'il avait un grand cheptel là-bas, je crois dans le Tinière. Voilà comment il répartissait son congé. Donc c'est pour vous dire que même lorsqu'il prenait son congé de président de la République, selon les droits d'un agent de l'État qu'il était, il ne dépassait pas 1 semaine, 10 jours en Europe. Il répartissait son congé entre la Côte d'Azur, le pays profond où il allait, puisqu'il a construit un palais dans chaque région du Cameroun. Et même quand il avait ses palais, quand je dis Moulvoudaï, il n'y a pas un palais présidentiel là-bas, c'est un palais du chef du Lamido là-bas. Vous comprenez? Donc je voulais apporter ces précisions, pour qu'on se comprenne. Pour dire que les 49 jours de Paul Biya, c'est un record mondial. C'est un record mondial. C'est une aberration. On ne peut pas y aller. Et le président dont nous disent, M. Jean-Jacques Zé, moi je n'ai jamais entendu que Biya a pris un congé. Moi je n'ai jamais entendu. Pourtant Ahidjo, on savait quand il avait pris un congé. Et il le prenait toujours pendant les grandes vacances. C'était pas en plein milieu d'année, ainsi de suite. Il le prenait toujours entre le mois de juillet et le mois de août. On le savait. Même ses collaborateurs, même ceux qui sont encore vivants aujourd'hui. On parlait de mise à communication tout à l'heure. Il a travaillé sur Ahidjo. Il le sait pertinemment. Donc on savait quand le président a pris son congé. Et on savait comment il répartissait son congé. Donc, moi je n'ai jamais suivi sur le renouveau que Biya a pris un congé. Vraiment, je n'ai jamais suivi. C'est un mec qui sort, on vous dit court séjour, le court séjour devient 49, ainsi de suite. Et puis on se retrouve dans ce genre de choses. Donc je voulais d'abord le préciser. Une fois que je l'ai précisé, je voudrais dire ici, pour ce qui s'agit de l'absence du président, voyez le fond de l'absence du président. Parce qu'il ne faut pas que... Moi je ne reviens plus sur ce qu'on avait traité comme sujet, sur l'absence du président. Pourquoi cette absence? On sait désormais que l'absence, celle-ci, comme celle de l'année dernière, ne dépendent pas de lui. Mais en fait, de l'indigence de sa santé. Même si on ne le sait pas par des voies officielles.
Oui, mais on sait désormais que c'est cela. On sait désormais que c'est cela. C'est pour ça aussi que nous sommes là, de dire aux Camerounais, au fond, que ces aînés ne veulent pas leur dire. Donc on sait que c'est pour la santé. Mais là n'est pas le souci. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est de savoir, est-ce que c'est maintenant qu'il devait y aller ou avant? Parce que tout ce qui se passe au pays, parce qu'on dit l'absence prolongée du président, vous allez donc savoir que ceux qui savaient que le président, son état était déjà dégradé, avaient proposé au président de partir à l'étranger avant le 20 mai, avant le défilé, la parade du 20 mai. Vous en savez des choses où il avait dû dire non. J'assume d'abord mon devoir, mon obligation de chef d'État le 20 mai et on verra, et on verra. Et nous avons eu cette affaire de faux décret. Et comme je l'ai toujours dit, ceux qui suivent la santé du président la connaissent mieux que lui. Donc il savait que si le président partait avant le 20 mai, certainement qu'il allait mettre tout ce temps. Donc le 20 mai, il allait le passer là-bas. Et donc ceux qui nous ont fait le 9 juin ou le 8 juin avec le faux décret, ils allaient le faire avant le 20 mai. Parce que le président étant dans l'incapacité, on allait le forcer à accepter qu'il y a désormais un vice-président que lui n'a jamais désigné. Mais je crois que l'homme, même s'il est fatigué, il reste quand même encore spirituellement et mystiquement assis. Donc il a vu l'affaire venir. Il a quand même supporté le 20 mai. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé le 20 mai, on n'a pas besoin de revenir, ça se chuchote. Ouais, il a supporté le 20 mai. Et une fois qu'il s'en va, le faux décret est apparu. Parce qu'eux, ils savent que le président est dans un état très, très, très difficile. Vous comprenez? Et comme toujours, c'est un chanceux. Le décret n'a pas été lu. Parce que s'il avait été lu, nous ne serions plus en train de débattre de l'absence du président. Nous serions en train de parler plutôt du vice-président, qui est en train de travailler, comment il est en train de changer l'État, il change les institutions, il change les hommes, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est pour cela que nous sommes encore dans ce débat, pour dire en fait que c'est bien le problème. C'est bien le problème. Les absences du président, même si elles ne sont pas légalisées, elles ne sont pas légiférées, le président gagnerait à être honnête. Je dis c'est un devoir d'honnêteté qu'un chef envers son peuple. Voyez-vous, le duc a dit tout à l'heure que le président a travaillé, il suit son frère Dumbam, le ministre de la Communication. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il dit le président travaille partout là où il est. Moi j'ai vu les décrets. Mais qui a signé d'abord ces décrets? C'est lui, d'accord, ok. Puisque la signature est gribouillon, on voit que c'est sa main tremblante. Bon, on lui accorde ce bénéfice. C'est de valeur en train de dire. Non, c'est ça que j'ai dit. On lui accorde le bénéfice. On lui accorde ce bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'on a vu la signature tremblante. Tout à fait. Vous comprenez? Mais la signature tremblante dit fait à Yaoundé. Fait à Yaoundé. Moi, je suis un administratif. Le lieu du document signalé n'est pas le lieu de la date ou de la datation. On va répondre à ça. Ou le lieu de la formalisation du document. Faites attention. On va marquer une pause là pour permettre une réaction. Non, je peux équilibré. Oui. Le lieu de la signature, le lieu qui est mentionné sur le document n'est pas le lieu de la datation ou de la formalisation du document. C'est le lieu de la position de celui qui signe. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous écrivez une lettre à quelqu'un, à votre frère, vous êtes à Dimako. Vous ne dites pas faire à Yaoundé, alors vous êtes à Dimako. Hein? Vous dites Yaoundé ou Dimako. Permettez de réagir. Donc il y en a beaucoup qui veulent rapidement réagir sur cet aspect-là. Oui, il y avait une parenthèse. Roger, et puis...